Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous, chers collègues. Le sujet de mon introduction, d'après le document que vous avez, c'est acteurs, outils, bonnes pratiques pour la qualité du débat et des décisions des cours suprêmes judiciaires. Il y a un mot qui m'intéresse dans cette présentation, c'est qualité, car c'est vrai que comme juge, nous revendiquons un statut particulier. Nous estimons que l'indépendance nous est due comme étant une composante essentielle de l'état de droit. Mais nous avons un devoir, évidemment, en contrepartie de ce statut particulier, c'est celui d'assurer la qualité du service de la justice. Et il y a d'ailleurs une expression que j'ai trouvée très intéressante dans les documents qui nous ont été distribués par la Cour suprême du Bénin, c'est le devoir de redevabilité. C'est une expression que je trouve très intéressante parce qu'elle montre bien que les juges sont redevables envers les citoyens d'une justice de la meilleure qualité possible. Alors, bien entendu, les citoyens attendent d'abord de la justice qu'elle réponde à leurs attentes. Et je dois dire d'ailleurs, parce que je ne suis pas là pour présenter un tableau idyllique de la situation, que je suis un peu inquiet de ce qui se passe en France depuis quelque temps quant à la possibilité pour les juges de répondre dans un temps qui correspond aux attentes du justiciable, aux demandes qui leur sont présentées dans beaucoup de domaines de droit civil, comme le droit de la famille, le droit social, le droit de la construction, par exemple. On trouve une dégradation du fonctionnement de la justice qui montre que nous avons un problème pour satisfaire cette première composante du devoir de qualité. Alors évidemment, les justiciables aussi attendent, et c'est le thème du Congrès, des juges qu'ils rendent des décisions de qualité. Alors, en ce qui concerne la qualité de la décision, bien sûr, doit en elle-même assurer un certain degré de qualité, mais cette qualité n'existerait pas s'il n'y avait pas avant un processus qui garantisse la meilleure préparation possible de la décision. Et je voudrais insister sur trois points qui concernent bien sûr les cours suprêmes, mais qui vont parfois, dans mon propos, au-delà des cours suprêmes. Lorsqu'on travaille dans une cour suprême qui ne connaît pas un mécanisme de filtrage des pourvois comme dans certaines cours anglo-saxonnes, il est bien évident que nous avons un nombre conséquent d'affaires à traiter. Bien, c'est un fait que l'on peut gérer en adoptant des circuits différenciés, car toutes les affaires ne méritent pas le même degré d'approfondissement dans la préparation de la décision. Si on reproche par exemple à un tribunal de ne pas avoir répondu aux conclusions d'une partie, ce n'est pas la peine de passer des mois et des mois de préparation dans la décision pour savoir si la juridiction a ou non répondu aux conclusions des parties. Et il y a quand même pas mal de cas dans lesquels on peut adopter une procédure relativement simplifiée de traitement des affaires qui permet de concentrer les efforts de la Cour sur les affaires qui méritent véritablement une instruction approfondie. Après, la difficulté va être pour les cours de déterminer quelles sont les affaires qui présentent vraiment ce degré de difficulté qui justifie un circuit approfondi. Mais il n'empêche qu'on peut arriver, me semble-t-il, même sans mécanisme de filtrage de pourvoi, à concentrer les moyens intellectuels et matériels de la Cour sur les affaires qui méritent véritablement une instruction approfondie. Deuxième point que je voudrais rapidement évoquer, ce sont les relations avec les avocats. Alors c'est vrai, bon, il y a la situation, par exemple en France, où nous avons un barreau spécialisé à la Cour de cassation, mais ce n'est pas le cas de toutes les cours suprêmes francophones, et c'est un problème plus général que celui des cours suprêmes. Lorsque je, comme juge,
de tribunal ou de cour d'appel, je rencontrais les avocats, j'avais l'habitude de leur dire que je n'étais absolument pas sûr de rendre un bon jugement avec de bonnes écritures des avocats. Bon, certains diraient même qu'on pouvait être sûr que je rendrais un mauvais jugement. Enfin, ça, ce sont des mauvaises langues peut-être. Bon, mais ce qui est certain, c'est que je suis persuadé que je ne peux pas rendre un bon jugement si j'ai de mauvaises écritures. Donc, il y a un travail à faire, me semble-t-il, à tous les niveaux des juridictions, de manière à avoir des relations avec les avocats pour savoir ce qu'ils attendent vraiment du jugement que nous devons rendre, mais pour aussi exprimer ce qu'on attend des avocats dans la présentation de leurs écritures. Et chez nous, en France, il est clair qu'on demande aux avocats de nous dire de manière très précise quelles sont leurs prétentions et quels sont les moyens de fait et de droit sur lesquels ils appuient leurs demandes présentées à la juridiction. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Il est, à mon avis, essentiel d'avoir des relations avec les barreaux pour apprécier les besoins des uns et des autres. Ça me paraît tout à fait indispensable. Et ce qui m'inquiète en France, il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent sur le fonctionnement de la justice en France, c'est que j'ai l'impression que le fossé actuellement se creuse entre les avocats et le milieu de la magistrature. Et ça me paraît catastrophique. Je ne parle pas spécialement de la Cour de cassation. On est à part dans cette problématique, mais d'une manière générale pour les juridictions, il y a un véritable problème et je pense que c'est un problème qui a commencé à être traité depuis 2 ans. Il y a des groupes de travail qui ont été montés entre les représentants des barreaux et la magistrature, mais ça me paraît un point important sur lequel il faut travailler. Et à la Cour de cassation, par exemple, on a travaillé sur la motivation des décisions de la Cour, mais on a aussi travaillé avec le barreau de la Cour de cassation, avec l'ordre des avocats, sur ces questions de motivation, parce que ça peut aussi avoir une influence sur la manière pour les avocats de présenter leurs moyens de cassation. Le dernier point sur lequel je voudrais dire un mot, qui concerne évidemment d'abord les cours suprêmes, c'est que tout le monde dit que le droit est de plus en plus compliqué à appliquer, dans tous les domaines, qu'on soit en matière pénale ou en matière civile. On a des questions complexes, on a des questions d'articulation des normes qui se posent dans de très nombreux secteurs. Quand je pense par exemple à ce que je faisais en droit du travail, où il fallait articuler normes internationales, normes européennes, normes nationales d'origine légale, normes nationales d'origine partenaires sociaux avec les conventions collectives, plus le contrat de travail en fin de course, il y a des moments où on a un peu mal à la tête, pour rester simple. Donc, si vous voulez, le droit appliqué est de plus en plus complexe. Les questions les plus difficiles restent devant les tribunaux. Il y a des voies de traitement des affaires qui existent, mais qui concernent, moi je voyais bien en droit du travail, les questions les plus simples maintenant sont traitées en médiation, conciliation ou transaction, mais restent devant les juridictions les questions les plus complexes. Et vous avez beaucoup de domaines dans lesquels c'est la même chose. Et donc le juge ne peut pas tout savoir. Bon, c'est déjà bien s'il sait un peu quelque chose dans un domaine particulier, mais le panel de matières à appliquer est tel qu'on ne peut pas prétendre à avoir une connaissance suffisante dans tous les domaines. Nous avons besoin de services de recherche auprès des juridictions. Alors évidemment, ça dépend des moyens dont les tribunaux de l'État disposent pour le faire, mais il est évident, me semble-t-il, que nous avons besoin de services de documentation et de recherche dans les cours suprêmes, de manière à, bien sûr, trouver les précédents jurisprudentiels qui peuvent nous intéresser, mais les recherches qu'on a à faire vont bien au-delà.
Il peut y avoir des recherches sur les textes, sur les travaux préparatoires. Il peut y avoir des recherches de doctrine très poussées à faire. Il peut y avoir des recherches sur les jurisprudences des cours étrangères ou des cours internationales. Donc, il peut y avoir aussi des recherches à faire dans d'autres domaines que le domaine strict du droit. Donc, nous avons besoin de services supports pour aider les juges à préparer leurs décisions. Et ça me paraît très important. Ça peut aller d'ailleurs jusqu'à la préparation de décisions, parce qu'on peut très bien imaginer que les services d'assistance des juges préparent des projets de décision. Tout dépend des domaines, du degré de complexité des affaires. Mais il est certain qu'il faut pouvoir s'organiser dans beaucoup de domaines du droit. Et ces services de documentation composés, si l'on peut le faire, de juristes de très haut niveau dans les différents domaines du droit que la juridiction a appliqués, ça me paraît quelque chose de tout à fait essentiel pour assurer la meilleure préparation possible de la décision. Et je dois dire pour terminer que s'il y avait il y a de nombreuses réformes envisagées en France sur le fonctionnement de la justice, mais il me semblerait tout à fait pertinent d'étendre ce système de services d'aide à la décision à l'ensemble des juridictions, c'est-à-dire ne pas avoir un service central auprès de la Cour de cassation qui s'occupe de toutes les juridictions, mais des services décentralisés au niveau des régions, par exemple, pas forcément au niveau de chaque juridiction, mais au niveau des régions, avoir des services décentralisés qui permettraient de faciliter le travail de recherche et de préparation des décisions qui incombent aux juges. Donc voilà quelques pistes possibles pour l'introduction de cette table ronde, mais enfin il y a encore beaucoup de choses à dire. Et ce que je viens de dire là, c'est loin d'exister en France. Peut-être que d'ici 50 ans, 50 ans, 100 ans, on aura quelque chose qui ressemblera à ça, mais pour l'instant, les moyens alloués à la justice sont loin d'être suffisants. Donc, restons quand même optimistes et espérons qu'avec les interventions que vous aurez maintenant, vous aurez des pistes plus efficaces pour savoir comment préparer les meilleures décisions possibles.